à ceux qui nous écoutent. On est ici pour faire la dégustation du tout nouveau, plus tant que ça, mais oui, un peu, le Kiloman blanc de blanc single cast de la SAC. On s'est réunis, les 4 boys, Alex, Martin, Steve et moi-même, JP, pour qu'on en discute ensemble puis voir si on est capable d'être assez intéressant pour que le monde nous écoute puis que ça soit divertissant et instructif pour chacun. Alors, pour moi puis Martin, c'est pas une première, là, mais je sais que Alex et Steve, ils n'ont pas encore débouché leur bouteille. Nous autres, on n'a pas été capable de résister à la tentation la semaine passée. On s'est croisés, puis j'ai débouché le fameux Kiloman blanc de blanc. Et je sais déjà que j'aime ça, mais on va en discuter plus en détail sur qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé. Moi, vous commencez à me connaître, là, que Kiloman, c'est pas mal dans mes top distilleries. J'avais fait un top 10 justement des distilleries et quelle surprise, je pense que j'ai mis Kiloman en deuxième, là, suite après Glenallachie. Pour moi, Kiloman, c'est pas mal la distillerie qui sort récemment là, les meilleurs releases, les meilleures sorties qui sont à mon goût à moi. On sort des bons single casks, on a beaucoup d'expérimental, mais de l'expérimental qui tourne bien. Kiloman a un excellent distillat qui permet d'imprégner justement toute l'influence des fûts qui sont utilisés, là. Puis même quand on tombe dans le plus funky, là, dans les choses moins traditionnelles, on a vu des mezcal, des tequilas, Calvados et compagnie, là, j'en oublie un. C'était une belle expérience. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'était bien fait. C'était des choses moins faciles à présenter un résultat là, qui était bon. Et pour ma part, moi, il y en a beaucoup là-dedans que j'ai beaucoup aimé. Alors, c'est sûr qu'en partant de ce principe-là, quand on a vu ça du blanc de blanc, qui est d'ailleurs un champagne réputé, c'est sûr que ça a piqué notre curiosité. Et c'est le genre de produit que, bon, un single cast avec un taux comme ça, avec un beau finish comme ça, quand ça atterrit à la SAC, là, moi, je me pose pas beaucoup de questions, mettons, là. Surtout, bon, le prix est correct, là. Je pense que c'est autour de 206 $ à la SAC, si je ne me trompe pas, là. Exact. Bon, pour un single cast de nos jours, je trouve que c'est très respectable. C'est rare, les single casts sont en bas de 200 $ là. Fait que, bref, c'est ça. C'est un quoi? C'est un 7 ans. On a l'âge. Ouais, 6 ans-ish, là. 6 ans plus, de ce que je comprends, là. Ouais, de novembre à juin, fait un petit peu moins que 7 ans. Un 6 ans et demi finish, là. Je pense qu'on n'a pas le nombre de mois non plus, là. Le nombre de mois pour le finish, là. Non, mais on a 251 bouteilles, ce qui est quand même bien pour un tirage. Fait que ça ne doit pas être hyper vieux non plus, là. Non, c'est ça. Un 57,2. Oui, ça ressemble un peu aux autres tirages qu'il y a eu. Je pense qu'il y en a eu un qui est sorti aux États-Unis pour Impex, puis un autre en Allemagne. Puis c'est aux alentours de 230 à 250 bouteilles dans les environs de 56-57%. Fait que ça doit être un tirage qui est populaire pour que ça se rende dans différentes parties du monde, là. Je pense que le plus bas que j'ai vu, c'est un 54%. Non, mais effectivement, là, c'est un fût qui a été utilisé dans plusieurs pays. Effectivement, il y en a eu un aux US, en Alaska, en Italie, je pense, en Allemagne. Bref, on a vu ça atterrir là, dans un court laps de temps de mois, mettons. Là, ça l'a pas mal popé là, en 2023, un après l'autre. Puis même à 57, là, honnêtement, là, c'est bien rond.
C'est le fun. Il y a un beau petit côté acide, en tout cas. Un côté nez-bouche, là, comme un pelure de raisin vert mélangé un petit peu avec fumée blanche, un petit peu de caoutchouc brûlé, creep un petit peu plus loin, genre de l'écorce qui traîne, mais il n'y a rien d'asséchant. Même première gorgée, rien bu avant à 57. Ça descend super bien, ça flotte. Je ne sais pas si c'est le côté particulièrement du champagne qui donne comme un petit peu la réduction d'alcool, là, mais c'est quand même le fun comme sensation de juste ça descend relativement bien sans avoir comme de quoi de crude, même à ce niveau-là. Oui, il y a quelque chose de. Moi, je le trouve quand même un petit peu astringent, je te dirais. Là. Il assèche un petit peu quand même, mais vu que la bouteille vient juste d'être ouverte, sans doute que ça va jouer beaucoup. Là, mais tu sens presque les petites bulles. Là, vraiment, Ouais, on le sait, c'est dans ce de que j'allais blanc, c'est dire. champagne, fait qu'on fait vraiment le lien dans notre tête, mais dans la bouteille aussi. En tout cas, moi, c'est ma première expérience. J'ai jamais été capable de goûter le Buna qui était sorti pour le Fèche il y a une couple d'années, qui avait comme donné 300 bouteilles, qui était le dernier qui a été vraiment, je pense, nommé champagne avant que la Scotch Whisky Association se mette de la partie là-dedans. Évidemment. Sérieusement, je suis agréablement surpris, surtout pour le prix aussi, là, maintenant, de trouver, comme JP disait, à 200 et quelques, là, vraiment pas déçu de l'achat. Le Bourbon transparaît un petit peu. Là, à peu près, là, on est rendu à quoi? Peut-être 1 minute et demie, 2 minutes qui respire. Plus de citron un petit peu au nez, plus de qualité du Bourbon qui commence à ressortir. Puis final, après avoir respiré un peu, plus de charbon de bois égal, puis même un petit peu d'anis là, au début, mais qui disparaît super vite. Comme relativement rapide, mais le charbon de bois final, comme tu as l'impression que tu es sur la barrique, vraiment le calciné de la barrique. Il y a un beau mix. C'est un bon point, ça. C'est vraiment ce qui me reste, moi, là, après 1 minute. Là, c'est dans le fond de la gorge, c'est vraiment l'espèce de bois créosoté-ish, là, un peu. Oui. On imagine le tonneau brûlé quasiment, là, on le goûte, c'est présent. Puis, c'est sûr que la distillerie, je peux me tromper, mais j'ai déjà entendu dire que c'était vraiment leur fût de Bourbon viennent tous de chez Buffalo Trace, justement pour ne pas avoir de problème d'approvisionnement, de partir sur une base égale, pas mal. Fait que, Alex, ce que tu dis, ça fait du sens un peu de dire, OK, il est encore, ça reste des tonneaux de qualité. Fait que tu peux, ta colonne vertébrale est toujours pas mal pareille. Fait que tu peux aller vers des résultats un peu plus funky, puis ça marche. Okay. La constance, ça aide énormément à faire des expérimentations. Là, ça, c'est sûr et certain. De mémoire, ils ont dit qu'ils changeaient. Là. Ils ont perdu le contrat là, avec Buffalo Trace ou je ne sais plus trop. Là. Il me semble que ça va changer. Je me souviens plus. Il y avait quelque chose qui avait changé. Ou je me trompe peut-être de. Non, il me semble que c'était ça. Il me semble que la nouvelle, c'était ça, que Kiloman, les casques, ça allait plus être de Buffalo Trace, mais d'une autre distillerie. Là, je me souviens plus. Je vous dis ça de mémoire. Là. Si c'est le cas, on verra la différence dans une couple d'années. Tu avais raison, il y a 5 mois. Le résultat ne sera pas tout de suite. Là. Il s'en va à Breckenridge. Ils ont annoncé ça fait 4 mois. Fait qu'il va y avoir un changement. Hâte de voir si ça va impacter la qualité de ce qui va sortir dans les prochaines années, si jamais la distribution passe par un autre broker de barrique. C'est quand même la base. Là. Quand tu parles de tes fûts de Bourbon, là, eux autres, là, le Mackerby, 100% élite, name it, là, même ça, la base de la maturation, elle passe par ces fûts de Bourbon-là. Fait que, veux pas, ça impacte tout ton range de produits. C'est pas comme si tu changeais de fournisseur de barils de blanc que tu as juste un single cast que tu sors de temps en temps. Là, on parle de tes barils qui rentrent tout le temps et qui vont servir à ton core range puis de base à tes éventuels single cast. C'est sûr qu'on ne saura pas le changement avant comme plein d'années parce que de toute façon, ce qu'ils vont changer aujourd'hui avec leurs 5 à 7 ans minimum de la plupart des éditions qui sortent aujourd'hui, ben, ça va être dans peut-être une décennie qu'on va commencer à avoir du stock qui va avoir été impacté par ce changement-là. Je suis curieux de voir dans une couple d'années, on va dire hey, ça, c'est un fût de Buffalo Trace encore, puis là, on va dire. capoter.
Mais le pire, c'est que comme geek, ça va être super le fun de faire la comparaison parce que moi, je te dirais comme qu'est-ce qui sort, là, vraiment le liquide blanc que tu peux goûter quand tu vas visiter. Celui-là de Kiloman, tu peux le boire comme ça. Là. C'est vraiment la qualité, c'est hallucinant versus les autres que tu es capable de goûter en dessous de la couverte. Mais on entend toujours dire que c'est le tonneau qui fait le plus de travail quand tu sors un whisky. Ça pourrait être une belle étude de cas de voir dans une couple d'années si on est encore toutes là, de dire bon, ben OK, vraiment, ça fait 0 différence ou au contraire, on est complètement ailleurs. En tout cas. Connaissant justement, je commence à voir pas mal le potentiel de la distillerie, puis à voir comment que les casques influencent beaucoup ce que tu goûtes. Le tequila, le mezcal, il s'imprégnait tellement bien au distilla qui est déjà clair. J'ai l'impression que c'est une des distilleries où le casque a tellement d'importance que on risque de le voir. Là. Nous, en tout cas, nous autres geeks de ce monde en whisky, je suis pas mal certain que c'est le genre de détail là, qui ne passera pas inaperçu quand on va commencer à avoir des différences dans les fûts de Bourbon, là, surtout pour les single casks. C'est quand même une ADN qui est particulière. En tout cas, moi, j'aime beaucoup ce qu'ils font dans le single cask avec du Bourbon, là, Kiloman. Là. Quand je vais me repogner un autre ex-Bourbon qui vient de Breckenridge, je pense que tu disais. D'ailleurs, je ne sais même pas c'est quoi. Je n'ai jamais goûté à ça. Je pense que ça représente un portefeuille de distillerie. OK, c'est pas une distillerie, c'est la compagnie mère ou je ne sais pas trop. Là, ou OK. Honnêtement, je lisais ça puis je ne l'ai pas retenu justement parce que je ne connaissais pas ça. Spécialisé dans les blended bourbon whisky, which is a high rye mash American style whisky, c'est ce qu'ils disent. Okay. Ça devrait se rapprocher quand même, mais non, ça va être vraiment intriguant de voir dans les prochaines années à quel point ça va changer, ou peut-être qu'ils vont intégrer ça avec l'existant pour voir si ça impacte grandement le goût. Fait que ce ne serait pas une expérience ratée non plus de dire je suis en train de faire maturer du Bourbon, je vais switcher le casque juste pour lui faire finir dedans si ça change la trajectoire beaucoup. C'est sûr que le vieillissement a quand même un 70% en moyenne d'impact sur le goût final, mais de voir à quel point que le distillé va s'y adapter, c'est une autre chose. Là. Plus, il y a to be fair, il y a de moins en moins, puis ça, c'est quand même un peu triste parce que le marché était oversaturé avant de whisky juste maturé dans du bourbon cask. Puis maintenant, la popularité du sherry, la popularité des finishes, un peu la mode de la microbrasserie que tu vis avec les nouvelles éditions, essayer des choses différentes. On se retrouve avec la même chose que whisky, que trouver des bons bourbon cask mature devient compliqué. Ça devient rare parce que tout le monde va adorer le sherry, le PX, le Rosso, le Fino, d'aller chercher des casques intéressants parce que le monde va essayer de quoi de différent. Quand tu es un fan de bourbon, maturation, c'est un bon défi. Ouais, je me souviens plus avec qui je jasais de ça, là, mais effectivement, les ex-bourbon, il y en a à côté dans le marché, mais trouver un bon ex-bourbon, on dirait que c'est de plus en plus, là, c'est anecdotique sur le marché quasiment. Là. Je pense que le dernier que j'avais goûté qui était le fun, c'était un Glencadam 13 ans, full bourbon mature. Des petites distilleries qui continuent encore d'en faire parce qu'ils se disent il y a encore un marché pour ça, puis nous autres, on va être là pour ceux-là. Fait qu'au moins, il y a du stock ou quelques single casks d'embouteilleurs indépendants qui essayaient des choses là, encore dans cette direction, mais c'est des tirages limités. Avant, tout le portefeuille, la plupart des distilleries, c'était quasiment juste du full bourbon mature avec peut-être une petite finition de sherry à la fin pour comme adoucir le mélange, donner un petit peu de fruits secs, un petit peu de poudre de cacao dans le mélange, mais là, on se retrouve complètement à l'inverse. Là, à Star, il y en a un, là, puis on dirait que le mot se passe, là, comme là, il y a eu un Daff Mill, là, 15 ans, cast strength dans l'Ouest, là, puis tout le monde dit ça, c'est un bon ex-bourbon. On dirait que quand ben, c'est ça, c'est rendu débile. Là, ben, en tout cas, ceux qui aiment cet ADN-là là, de ex-bourbon, c'est anecdotique. Je dirais même pas que c'est rare. C'est la grosse banane, là, les gros. Tu te souviens-tu du Astor, du vieux Astor Martin? Banane super riche. Là. Il y avait un Astor Castrank à un moment donné. Là. Oui, je parle de Glenmore. Juste en arrière. Le vieux, là, avec le Sharpie en plus.
Avec le Sharpie, définitivement. Extra Sharpie pour. Celle-là est vide, mais il y en a une autre d'ouverte en bas. Là. Fait que, oui, effectivement. Donc, là, c'est Sharpie, ça c'est a SAQ. été mon premier ex-bourbon on-peat, vraiment, que j'ai été capable d'apprécier beaucoup le bourbon, là, comme il faut. Là, parce que quand on commence, là, je sais pas pour vous autres, là, mais souvent on atterrit dans du gros peat ou dans du gros sherry. On dirait que on commence tout le temps à fond dans quelque chose. Là, quand quelqu'un commence à triper sur quelque chose, là, il va triper sur quoi d'intense. Puis après ça, tu navigues, puis tu essaies d'explorer, puis là, tu commences à te développer, puis là, tu commences à trouver d'autres choses que tu apprécies. Le ex-bourbon on-peat, mettons, là, on dirait qu'il est quand même loin dans le processus d'exploration là-dedans. En tout cas, j'ai l'impression. Là. Pour l'instant, c'est un juste peu un point de malgré départ. tout. Ouais. Le monde qui commence et qui tripe souvent, c'est qu'ils trippent sur les gros sherry ou les gros peat ou les affaires bien dominantes. Là. Puis commencer à aller dans les subtilités là, de Glenmorangie puis tout ça, ça prend du temps là, aller dans ces petits détails-là. Il faut que tu sois piqué, mettons. Là. Tu développes cette espèce de piquiness-là, si je peux dire ça. Là. Mais bref, c'est ça. Mais pour en revenir au Kiloman, là, tantôt, tu parlais d'effervescence, de pétillant. Là. C'est rare que j'ai déjà reconnu ça dans un whisky. On sent le pétillant. On dirait qu'il y a quelque chose. C'est pas juste du raisin blanc. Oui, OK, là, on a une espèce de connexion, mettons, je dirais, avec le sauterne, parce que là, tu vois le raisin blanc puis les choses sucrées un peu. Là. S'il y a du monde qui veut se faire un comparatif, là, si vous avez aimé le sauterne, probablement que c'est une coche à côté, là, pas nécessairement plus haut, plus bas. Là. Je veux pas Mais dire c'est qu'il y en moins a un meilleur sucré. que l'autre. C'est définitivement moins sucré. C'est moins sucré, plus c'est plus sec, effervescent, c'est plus astringent, mais quand même, on retrouve l'espèce de mélange tourbe raisin blanc qui, en tout cas, qui, je pense, va faire le bonheur de ceux qui ont aimé le sauterne, là, d'ailleurs. Tu parles du Sauterne, du Satuerne ou de l'autre. Du Saturne, Ouais, c'est Québec vrai. Batch, whatever. Saturne, c'est un triple casque de mémoire. Là. Ouais. Il n'y avait pas juste le Saturne, là. Il y avait comme un sherry Un et blend, un bourbon, je pense. Exact, C'est exactement. un triple Saturne. Un triple Saturne, effectivement. Je chante une bonne nomenclature ici. Moi, Alex, j'aimerais ça revenir, vu que tu parlais de la distillerie tantôt, que ça a toujours été dans leur plan d'affaires de sortir des produits quand même relativement jeunes. Ça a toujours été. On a notre autre ami qui est l'autre bord dans sa voûte à Liverpool, qui n'est pas là ce soir, mais que lui a mis la main sur le 16 ans. Est-ce que tu penses qu'ils vont changer leur fusil d'épaule puis qu'ils vont essayer plus d'aller vers le produit haut de gamme ou c'est vraiment juste un one-shot deal? Moi, je pense qu'ils vont conserver de certains stocks qu'ils vont trouver exceptionnels pour voir à quel point le résultat peut donner quelque chose de vieux, d'intéressant, mais je ne pense pas que ça va devenir leur core business. Leur rendu, tout ce qui sort présentement, c'est toujours encore entre 5 et 7 ans. Ce qu'on voit, dans le fond, c'est qu'à chaque nouvelle année qu'ils ont du stock de disponible, je pense qu'ils ont tout simplement gardé pour voir vraiment c'est quoi l'évolution, parce que, tu sais, c'est quoi leur date qui sont arrivés 2004? C'était après Aram en 95, là, ouais, dans ce coin-là. Fait que, tu sais, juste de voir leur produit peut évoluer comment dans le temps. Moi, je me poserais la question, puis j'aurais pas le choix de me dire, je ferais exactement la même chose pour le voir, mais je pense que c'est des one-shot deals chaque année qu'ils vont faire, puis ça ne deviendra pas. Ça m'étonnerait en tout cas avoir avec Anthony là-bas qui prendrait une tangente de cette direction-là. Pas avec ce qu'il fait depuis plus que 15 ans dans le marché. Là. Oui, parce qu'on a tendance à les voir maintenant comme du mainstream, mais ça reste une petite série, c'est familial, c'est comme, ils ont vraiment, puis un core range, on en a parlé, mais qui se tient, puis avec des idées d'exploration, fait que je pense qu'ici, on est pas mal tous des fans, fait qu'on on pourrait quasiment, aussi au Québec, c'est rare que je vais dire ça, mais on est quand même choyé avec Martha Harrison qui s'occupe de l'importation, qui travaille depuis des années, qui a toujours eu des produits. Quand ça commençait, là, vraiment, ça doit trahir mon âge, mais moi, la première bouteille de Sanay que j'ai été obligé d'acheter, il a fallu que je m'abonne au courrier vinicole.
Fait qu'on remonte vraiment. Puis elle a ce côté-là un peu comme bâton de pèlerin. Elle amène des jeunes distilleries, elle nous fait sortir des produits. On a du cast strength. C'est le fun de voir ça, mais c'est elle qui se bat elle aussi contre la SAQ pour sortir des produits, pour à un moment donné, on en a trop, ton single cask, on ne le veut pas. Elle est chanceuse aussi que Kiloman font juste du tirage comme, ils ont un core range restreint, puis le reste, c'est normalement de single cast. Ça lui permet de dire, mais si on t'alloue tant d'éditions à la SAC, elle peut garder comme des single casts qui se vendent vite à des petits tirages de 250 à 300 bouteilles. Mais c'est vrai que la plupart des distilleries vont prendre le volume par-dessus, aller plaire comme aux gens qui sont des amateurs, puis d'avoir vraiment chercher des single casts répétitifs parce que c'est juste plus facile de vendre ton édition 10, 12 puis 15 ans à répétition que d'aller faire du single cast sur le côté. Ça, c'est Connexion Ophélia qui font ça, qui importent ça. Oui, plutôt, exact. Ça, c'est les mêmes que Glenallachie, qui nous sortent plein de single cast Glenallachie. Okay, ils ont un beau portefeuille, finalement. C'est les mêmes que Springbank, on ne le dira pas trop fort, mais... OK, fait que c'est juste grâce à eux autres, finalement, qu'on a du beau stock à sac, là, pour ce qu'il y en a de beau stock. Puis après ça, c'est ça. On a définitivement une belle job de vente, qu'on soit capable de les avoir. Puis Kiloman, ça fait quoi, 2, 3, 4 et plus single cast qu'on est capable d'avoir, si je ne me trompe pas, dans les dernières années. Il y a eu des beaux succès aussi, là, honnêtement. Là. Puis quand on est chanceux aussi, il y a Eric de Passion qui est capable d'avoir une coupe d'affaires aussi sur le côté qui nous donne un bon coup de main. Là. Fait que ça, c'est super génial. Fait que pour Kiloman, on n'est pas à plein. Eric avait été capable à un moment donné de nous faire une dégustation à Montréal avec Anthony Wills qui présentait comme 4-5 produits il y a une couple d'années. Fait que tu dis, ça aussi, ça amène à l'expérience que tu dis, le gars, il se déplace, il a comme quasiment ses bouteilles dans sa valise pour te faire goûter des choses que de toute façon, tu ne serais pas capable. Fait que ça amène encore le préjugé positif de dire, il fait ça un peu comme Billy Walker ou n'importe quoi. C'est des passionnés, ça reste... C'est chanceux aussi que le personnage il est encore au règne de sa propre distillerie. Il n'est pas acheté par un conglomérat, il est indépendant, puis il continue de faire ce qu'il aime, puis il se déplace pour les dégustes. C'est le propriétaire. Là. Il peut engager un rep puis envoyer n'importe qui, mais il est venu à Québec, il est venu à Montréal, il s'est promené, c'est un tripper, puis il va continuer dans ce sens-là, puis tant que ça ne sera pas acheté, on a vu des belles distilleries qui étaient des petites perles qui, un jour, il y a un gros nom de ce monde qui arrive, puis tout d'un coup, le portefeuille de la distillerie change, les méthodes de fabrication, les master distillers, les master blenders changent d'orientation. On les connaît tous, là, mais on n'a pas besoin de les nommer, mais ça fait que cette indépendance-là de conserver le titre d'une ferme distillerie, de conserver du 100% est là, qui va maintenir année après année pour dire c'est fait entièrement chez nous. Il n'y a pas besoin de faire ça. Ça coûte énormément plus cher, c'est sûr, mais il le maintient pareil parce que ça donne aux gens l'occasion de vraiment goûter l'entièreté de ça, de cette petite parcelle sur ail-là. Fait que tant qu'il ne prendra pas sa retraite, moi, je continue d'espérer. Peut-être que sa famille va reprendre ça par la suite, puis ça va juste continuer d'évoluer comme une belle distillerie. Ouais, mais ça paraît quand il y a des passionnés derrière toutes ces méthodes-là, derrière la façon de gérer la business, ça se reflète dans le produit, puis les geeks de ce monde comme nous autres, on le ressent tout de suite. Là. Écoute, c'est pas pour rien là, quand on drop des noms de distilleries, Kiloman sort souvent, Glenallachie sort souvent. C'est parce qu'il y a des Billy Walker derrière ça, c'est parce qu'il y a des Anthony Wills derrière ça, c'est parce qu'il y a des gens que pour eux, c'est leur passion. Ils sont là, pas parce qu'ils ont un rendement à faire aux investisseurs en arrière, puis qui leur poussent pour sortir plein de produits, puis du marketing, puis plein de cochonneries, j'allais dire, mais bref. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout est relatif. C'est drôle que tu dises ça, JP, parce qu'ils ont quand même sorti le Hambourg, qui est une erreur aussi. Mais ça a été les premiers à faire ça, puis c'était une legit erreur. Ils s'en ont pas servi comme du marketing. Mais je suis d'accord, Steve, ça a été un aspect qu'ils ont amené de l'avant, puis
puis qu'il aurait pu dire « Ah, ben tu sais, mais ils ont décidé, on a fait une erreur, on va faire de quoi avec ça. » Le problème, ça a été les autres qui ont vu ça en se disant que ça a été un succès commercial. Puis là, il est arrivé quelque chose après avec d'autres distilleries qui ont Au un moins, il fort était bon, département le là-dedans. Mourak. Moi, je l'ai aimé. Je l'ai trouvé bon. Ouais, moi aussi, je l'ai aimé. Oui, je l'ai aimé. C'était une belle erreur. C'était contrairement à d'autres erreurs que je nommerai pas. Elle n'était pas que marketing. Elle était marketing, oui. J'ai le kilomètre tatoué sur le cœur, mais je suis capable de le dire quand même que c'est Oui, mais ça. d'un autre côté, JP, ils sont pas assez gros pour se permettre de jeter ça comme dans le drain. Là, ils ont essayé vraiment de le sauver parce que sinon, il était 3 mois sans avoir de nouveaux produits sur le marché. Fait qu'au final, ils ont fait du mieux qu'ils ont pu, puis ça a sorti quand même pas pire. Ouais, c'était une belle gymnastique pour arriver à un produit finalement qui était bon. Moi, j'ai gardé un bon souvenir de ça, malgré que je sais que c'est une erreur. Puis que moi aussi, quand j'ai vu ça sortir, je me suis dit, ah non, une autre erreur marketing, le man n'embarque pas là-dedans. Mais écoute, c'est anecdotique, là, ce genre Mais quand le produit est bon, tu as beau faire le marketing le plus flyé de la planète, que les aliens sont partis avec ton tonneau, ben donc tu as décidé de mettre un nom de viking dessus qui a été quelque part maintenant. Si le produit est bon, c'est défendable. Tu peux dire, waouh, OK, on fait de quoi d'intelligent avec ça. OK, l'histoire de tout ce qu'ils ont mis sur la bouteille, c'est une chose, mais c'est super bien réussi. Mais écoute, tant mieux. Mais le prix doit suivre aussi que c'est une édition qui doit valoir son prix, c'est une autre histoire. Mais quand au moins tu réussis ta chose, ben, tant mieux, pas de problème. Au pire, fais la même chose avec une autre petite histoire, je vais être content, mais réalise des beaux produits. Ouais. Tu mets tellement les attentes hautes quand tu mets du gros marketing là, que ça va être pire là, si ton consommateur, après ça, il est déçu. Là. Tu mets les attentes là, finalement, on se rassemble, on fait un événement, on boit ça, puis là, ça goûte le hardcore. Là, on a tout eu à peu près une phase de travers là, quand on a goûté à ça. Là. Mais... Il y avait tellement épais ça avec justement, c'était les anciens fûts d'alligator, je pense, le hardcore. C'est ça. Ouais, le pire, c'est que le fût aurait pu bénéficier d'une couple d'années de plus et peut-être donner un bon résultat, mais j'ai l'impression qu'on l'a poussé tellement rapidement parce qu'on ne savait pas quoi sortir. En tout cas, je spécule, là, je suis toute réserve, je n'ai pas d'informations privilégiées. J'ai l'impression qu'on l'a sorti trop tôt, ce fût-là, parce qu'il était excellent, l'alligator, on s'entend. Mais est-ce qu'il a conservé son ADN d'alligator? Il l'a pas ressorti. Là. Moi, en tout cas, là, je ne l'ai pas retrouvé. Là. Il y avait. C'est pas comparable. La richesse du produit n'était pas là. C'est à savoir même s'il y a eu. C'est plus un objectif de juste utiliser les fûts qui avaient déjà servi à ça puis de recréer quelque chose. Mais il n'y avait pas le travail qui avait été, parce que l'alligator, ça a été comme le wow, là, ça a été quelque chose qui a défini, même ces bouteilles-là ont comme explosé de prix fois je ne sais pas trop combien. Pour certains, c'est pas justifié, mais en même temps, le produit est excellent. Là, il aurait pu travailler plus sur le produit puis moins mettre des signes de yo sur la bouteille. Et pourquoi qu'ils ne le refont pas? Parce que on s'entend le procédé, c'est que tu burnes ça jusqu'à temps que ça a l'air d'une peau d'alligator, là. Mais pourquoi? Pourquoi ne pas refaire à place de reprendre les fûts de ton ancien? Tu sais, en tout cas, moi, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais j'aurais aimé ça être là quand ils ont décidé de faire ça. Mais bref, ça pour en venir à Kiloman, on compare beaucoup Ardbeg et Kiloman. Ben, moi, je te dirais que les fois que j'ai rencontré M. Wills, il ne boit jamais de ses propres produits, mais il y a toujours du Ardbeg avec lui. OK. L'ADN, c'est vraiment quand il est reparti la distillerie, quand on parle de plan d'affaires, c'était vraiment de sortir des produits à l'Ardbeg. Tu prends ça, puis il y a une belle compétition aujourd'hui, ça c'est sûr. Ça, c'est avoir un bon plan d'affaires. Contrairement à d'autres personnes. C'est des bons plans d'affaires. Tu vas chercher un marché que tu sais que tu vas exceller et qu'il y a un besoin là. Nice job. Mais ça pour dire qu'effectivement, quand quelqu'un commence et qu'il dit qu'il aime le Ardbeg, qu'est-ce que tu suggères ensuite?
C'est kilomètre. Va te goûter un Saneng, un Lotgorm, un Macaire BCS, je sais pas quoi, un 100% LA. C'est toutes des belles affaires que quand quelqu'un a goûté à l'ADN d'Ardbeg puis qui veut aller ailleurs puis qui sait qu'il aime ça, il y a des maudites bonnes chances qu'il aime aussi Kilomètre. Oui, puis tu peux te perdre dans le portefeuille la distillerie, essayer le Sherry Cask, le PX, les 100% LA à chaque année, les Macaire BCS qui commencent à sortir régulièrement, puis chaque single cask à la sac, je veux dire, quelqu'un qui aime la distillerie s'ennuiera pas au Québec, puis ne va pas pleurer sa vie, contrairement à d'autres distilleries que. Il va se ramasser avec un bel arc-en-ciel. Il va se ramasser avec un bel arc-en-ciel dans sa cave aussi. On parle malgré tout, le marketing, ça reste. On les reconnaît, les boîtes, on reconnaît les bouteilles. La réflexion en arrière, c'est pas énorme, mais tu vois que ça a été pensé pareil. Là, ouais, mais ils n'ont pas mis un dragon sur la boîte pour te le vendre. Pas encore. Oui, non, pas 3 dragons pour que ça t'en prenne 3 pour faire l'image. C'est ça. Puis là, il faut que tu en achètes 3 pour pouvoir faire l'image au complet. Bon, fait qu'on se fait-tu un verdict final, messieurs, sur un go-no-go pour l'achat de cette bouteille-là à 200 et quelques dollars. Blanc de blanc, casque finish. Vraiment no-brainer pour moi, là, vraiment. C'est dur d'être contre. Honnêtement, là, je veux dire, même le price point, des fois, tu te dis single cast dans ces années-là, il y a quand même le prix, le tag qui va avec, mais les gens qui sont prêts à découvrir puis à essayer de quoi de vraiment différent. Il y a vraiment quelque chose d'unique là-dedans. C'est le premier vraiment finish de champagne qu'on voit sortir, surtout d'une distillerie qui fait du tourbé, puis avoir ça assemblé de la façon que c'est là. Honnêtement, c'est une découverte le fun, quitte à l'essayer quelque part et avoir l'occasion de faire votre propre opinion. Là. Honnêtement, ça vaut la peine d'essayer au moins une fois 100%. Ouais. Moi, je suis vraiment curieux de voir avec l'oxydation à quel point ça va. J'ai l'impression qu'il va changer vite. Tu vois l'effervescence un petit peu. Là, je pense qu'avec un petit peu d'air, la semaine prochaine, mettons, si on veut faire descendre ma bouteille un peu, il va déjà avoir changé beaucoup, j'ai l'impression. Moi, j'ai l'impression que déjà, en une semaine d'ouverture, il y a un petit peu plus de sucre. Il y a un petit peu plus de jus de raisin blanc, là, de jus Welsh. Là. Il y a un petit sucré de plus qui est apparu. Là. Mais c'est ça. J'ai l'impression que plus elle va descendre, plus l'effervescence, puis la tourbe, puis l'astringence, toutes les grosses affaires vont diminuer. Puis ce qui va rester, c'est le sucre. Puis à la fin, tu vas avoir un produit qui est plus dominant sur le sucre. On va faire un test semaine prochaine avec ces informations-là. Ça, c'est sûr que ça va être intéressant à voir si ça a évolué. Puis au pire, on le notera en dessous de cette vidéo-là, juste pour en faire un petit suivi à une semaine d'intervalle. Oui, finalement, comment que la bouteille a évolué, puis tout ça. Puis honnêtement, j'ai le Sauterne à côté, puis je trouve que l'exercice est quand même pertinent. Là, si on veut faire des challenges un à côté de l'autre. Aller chercher d'autres white wine comme ça, plus tourbé comme ça, il n'y en a pas beaucoup non plus. Fait que pour ça, j'irais peut-être plus avec le Sauterne. Pas prendre un gros sherry avant ça. Dans le vin, on ne fait pas ça, hein, passer d'un rouge à un blanc, mais on dirait que dans le whisky, les gens n'ont pas souvent ce réflexe-là. Là. Je parlais de ça avec quelqu'un justement qui disait qu'il n'avait pas aimé le Moscatel pour whatever raison, puis j'ai demandé justement qu'est-ce que tu as bu avant? On a bu du Glendronach, je ne sais pas quoi. Mais non, on ne fait pas ça. Ça n'a aucun rapport. Fais-toi une belle lignée là, ouais, moi j'aime ça me faire des belles lignées. Là, tu commences avec un 46, un 50, puis après ça, un 3 là, avec du white wine, puis là, tu arrives à la fin dans le Moscatel, tu vas bien plus l'apprécier que si tu passes du coq à l'âne comme ça, puis que ça n'a aucun lien. Là. Bref, non, c'est sûr. Comme passer les Doritos au chip au ketchup, là, ça fait pas de sens. On voit la grande culture culinaire de Martin ici. Là. Je pensais que tu allais dire faire un pairing avec des Doritos. Mais... Ça en prend un moi, qui est moins pertinent dans la gang, mais c'est ça. Moi, je vois que un pairing Kilomètre Doritos. Ouais, mais tu sais, c'est une bouteille qui est dangereuse parce que c'est le genre de bouteille que tu peux en acheter 2 faciles, puis la première est déjà vide, puis tu dis, je suis déjà rendu sur la deuxième. Là. Donc, ça me fait très. Ça, c'est quand le gars de la SAQ décide de te la sortir, quand même. Oui, effectivement. Ouais, non, parce que c'est ça. Des fois, il y en a qui veulent pas travailler, on va se le dire. Là. Ouais, c'est dommage, là. On n'aime pas ça dire du mal de notre merveilleuse société d'État, là.
Mais c'est ça. Quand tu vois que la bouteille est en inventaire sur ton application, puis que le gars ne veut pas aller te la chercher en arrière pour X, Y raison, là, ça passerait pas dans le privé, mais pas en tout. Là. Mais franchement, tu vois le propriétaire voit son employé faire ça, là, il te le met dehors. Là. C'est au moins une plainte, là, je veux dire, mais là, je pense qu'ils sont rendus complaisants avec le temps qu'ils sont installés là, puis avec leur grève aux 3 ans, puis blablabla. Pénurie de main-d'œuvre. Tout le monde est rendu un petit peu plus smooth pour laisser ça aller. Parce que... Moi, j'aime ça dire les vraies affaires, mettons. Fair. En tout cas, une recommandation solide. En espérant que les prochaines évaluations qu'on fait comme ça soient aussi fantastiques. On ne sait pas, on va peut-être pogner quelque chose maintenant. La SAC va nous arriver, puis on va tout revirer de bord, puis on va pouvoir le blaster de façon gratuite. Mais pour l'instant, all good, c'est une bonne recommandation, en tout cas. Oui, 50-50, vraiment 2-2. Une belle finale quand même bien sucrée, là, je trouve. Là. Moi, je ne sais pas si je suis influencé par mon Sauterne, là, mais je trouve que quand même, il y a du beau raisin là-dedans. La tourbe, c'est normal qu'elle reste. Là. La tourbe, c'est normal. Je m'attends à ça, que la finale continue et qu'il y ait une petite chaleur d'alcool, mais que ça se garde quand même un petit équilibre sur le petit bonbon sucré. Là. Ça veut dire que quand même, on ne sait pas combien de temps qu'il y a eu dans ce fût-là de blanc, mais clairement, il a gardé des bonnes saveurs de fût-là. Là. Il me semble que j'avais vu que celui-là pour l'Alaska, c'était 6 ou 8 mois, quelque chose de même. Là, fait que ça devrait être du comparable. J'ai vu, ça tourne autour effectivement de 6 à 12 mois. J'ai pas vu plus qu'un an en fût de blanc là, selon les éditions. Là. J'ai vu que c'est pas fortifié là, comme un sherry ou à la limite même encore pire, un porto ou allons sur un rhum. Ils vont probablement le laisser plus longtemps pour lui donner vraiment comme une influence qui va rester, vu que le whisky va sûrement être beaucoup plus présent jusqu'à un certain point qui va être après. Ça m'aurait étonné en bas de 6 mois, mettons. Je les ai ici avec un search. L'Italien, 1 an. Le Alaska, 9 mois. OK. Le Distillery Shop, c'est quoi ça? Je sais pas c'est quoi. Il dit juste finish. Fait qu'eux autres, ils ne savent pas non plus. Impex, 11 mois. Okay. Québec, c'est juste écrit finish, fait qu'on ne le sait pas. On peut s'en douter, par exemple. Ça va être dans le même horizon. Là. Entre 9 et 11 mois, mettons. Ouais. Les casques ont sans doute été remplis quasiment un après l'autre aussi. Là, fait que ça reste dans la même lignée. C'est ça, ils ont acheté une batch de ce baril-là, puis ça fait probablement partie du même achat, fait qu'on ne devrait pas être bien plus loin que ça. On devrait être pas mal. Là. Moi, je vous dirais que ça va aller sur ma liste. On approche de Noël bientôt. Là. Je pense que je vais l'ajouter. Le beau-père, si jamais il cherche une bouteille à m'offrir cette année, d'en prendre une deuxième. Comme Martin disait, celle-là risque de descendre assez vite. Fait que ça serait peut-être un bon move. Les quantités ne sont pas encore bonnes. Je regarde le site de la SAQ, s'il est vraiment à jour et fiable. Il y en a plus que ça dans les différentes régions. Là. Fait que moi, il semble y en rester 5-6 pas loin de chez nous. Fait que définitivement, c'est un achat que je vais aller faire avant la fin de la semaine. Là, pour me faire avoir. Yep. Si je mettrais un opener, là, j'aime ça m'éclaircir avec un petit 46%. J'irais avec le petit Compass Box Orchard. Un petit fruité là, pour juste s'ouvrir le palais, puis après ça, t'embarques dans ton Kiloman, Sauterne, puis blanc de blanc. Là. Ça fait même pour cadeau de Noël là, pour les gens qui débutent dans le whisky, là, le Orchard Fruit, là, vraiment génial. Honnêtement, là, le rapport qualité-prix, ça devient quand même assez dur de trouver quelque chose en bas de 100$ qui est intéressant niveau autant prix, puis tu as vraiment comme un petit peu de complexité, un petit peu de saveur intéressante, puis il y a un beau côté, le fun. Sans tomber dans du sherry de ces fruits rouges, tu es vraiment dans un côté fruits du verger, la poire, la pomme jaune, la vanille. Honnêtement, là, ça fait une super belle introduction pour les gens néophytes qui veulent se lancer. Là. À date, à la SAC, je ne sais pas les quantités qui en restent, mais il y en avait quand même 500 et plus de bouteilles quand c'est arrivé. À 70 et quelques dollars, 72 peut-être, 77. Ouais, j'ai 72 en tête aussi. Ça reste comme un achat assez no-brainer pour les fêtes, là, s'il en reste. Ouais, ça se boit bien. Là. C'est pas quelque chose de hyper complexe qu'on va se jeter à terre, mais justement, c'est assez goûteux. Puis
ça reste un bon rapport qualité-prix pour la... Moi, les gars, il va falloir que je vous laisse. J'ai une urgence. On reste quand même dans le côté. Il y a la vie alentour. Là, fait que, je vais vous laisser closer. C'est une belle première rencontre, effectivement. À la prochaine, Steve. Salut, Steve. Ouais. Sur ce, on se revoit une prochaine fois, sans doute. Oui, je pense que ça va être un bon moment pour compléter ça. On a fait le tour. Ouais. Je pense qu'on a fait un bon tour de roue. C'est un bon tour de roue complet de la distillerie, du Kilomène lui-même, puis un peu de qu'est-ce qui se trouve à la SAC, puis les prochains achats, ça c'est sûr. Puis notez si vous avez aimé le format, voir si on refait ça la prochaine fois pour juste avoir une bonne idée de est-ce que ça serait le fun de réessayer les prochains trucs d'intéressants qui tombent à la SAC ou d'avoir peut-être des capsules un petit peu plus courtes ou plus longues sur des dossiers en profondeur. Bref, on essaie les choses, puis on va prendre l'input à gauche et à droite. Questions, commentaires, suggestions et les insultes. Puis les insultes, ça se peut qu'on vous banne aussi, fait que faites attention. On ne sait jamais. Effectivement. Merci beaucoup les boys. Super. Sur ce, merci à vous tous d'avoir écouté. Merci les boys. Je vais raccrocher à ce moment.